Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. Alors, je pense que Benoît, tu voulais peut-être nous donner quelques informations ou pas? Bon, alors je vais le préciser. Effectivement, bonjour. Donc, on va aborder ce matin le sujet de l'account-based marketing avec Frédéric Eugène Lexact, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce matin. Petite information, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est sur le côté et à voter quand vous regardez les questions pour celles qui vous semblent le plus pertinentes, et on va essayer de les sélectionner pour y répondre au fur et à mesure. On répondra à toutes les questions. Si on n'a pas le temps de le faire pendant la conférence, on le fera a posteriori. On échange également dans le chat, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, on vous enverra de toute façon les slides concernant cette conférence. Et puis, on va vous parler aussi d'un livre blanc pendant cette conférence qu'on aura le plaisir de vous adresser également. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On laisse une petite minute pour que tout le monde puisse arriver tranquillement, prendre un café, s'installer chez soi, puisqu'on a la chance d'être à la maison. Oh, Marc, tu commences déjà avec une première question. Marc, il est à fond. Bonjour, Marc. Allez, on commence peut-être par une petite présentation. Pour le sommaire de cette petite heure qu'on va passer ensemble, un point sur l'account-based marketing, parce que même si c'est une approche qui existe depuis très longtemps, elle revient un peu au goût du jour avec une adaptation aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils en place en marketing. Donc, en quoi est-ce que ça consiste exactement? Les principales étapes clés, et puis on va surtout, et là, ce sera Frédéric qui interviendra, on va surtout vous partager des exemples concrets parce qu'il y a de plus en plus d'informations sur en quoi ça consiste. Donc, on a de la littérature. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment certaines entreprises se sont appropriées ces démarches, ce qu'elles ont mis en place et comment ça a fonctionné. Alors, qui nous sommes? Moi, je suis donc Isabelle Defay, je suis responsable de l'agence Winbound à Paris. Winbound est une agence spécialisée en accompagnement des entreprises de toute taille, depuis la PME, l'ETI jusqu'au grand compte, sur des stratégies digitales qui incluent notamment l'inbound marketing, l'inbound sales et l'account-based marketing, avec trois piliers, le contenu, la formation et la partie outils automation notamment. Et on est également un organisme de formation pour accompagner la montée en compétences des clients qu'on accompagne. Frédéric, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Frédéric Eugène Lexact, je travaille à la Poste depuis quelques mois. Je suis arrivé à la Poste suite à différents postes autour de l'expérience client et du marketing digital. Et donc là, je me suis recentré sur le papier et je m'occupe de tout ce qui va avoir attrait à l'expérience utilisateur du courrier publicitaire et donc qui a aussi une vocation d'innovation marketing. Exactement, avec plein d'innovations dont on pourra peut-être parler un peu plus en avant dans la présentation. Un petit quote pour commencer, vous allez beaucoup entendre parler de WooDrive ce matin. C'est notamment Emmanuelle Servet, qui est la directrice marketing de WooDrive et qui a mené une campagne ABM qu'on va vous partager, qui est assez éloquente, qui indiquait qu'en fait, on est là en tant que marketeur pour créer un lien humain et émotionnel, pour construire une opportunité, mais tout en étant respectueux de nos interlocuteurs. Et c'est un point important et intéressant dans une approche ABM, c'est effectivement de bien connaître les personnes à qui on s'adresse, de proposer un contenu, au-delà d'un contenu, une expérience et une émotion pour justement créer une interaction, une prise en compte de l'autre, en respectant aussi un temps. On va beaucoup parler du temps et du ton aussi de la relation. Mais on trouvait avec Frédéric que le retour d'expérience d'Emmanuel était tout à fait probant dans ce type d'approche.
Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle account-based marketing? Ça, c'est un schéma que vous allez voir et revoir si vous vous intéressez un petit peu au sujet. On n'a rien inventé. C'est ce qu'on appelle flip the funnel. C'est en gros montrer comment est-ce que l'inbound marketing et l'account-based marketing peuvent être complémentaires et pas forcément opposés, et qui s'adressent, en tout cas que les démarches ne fonctionnent pas de la même manière parce que le sens, comme vous le voyez, est un peu inversé. En gros, lorsqu'on est dans une démarche inbound marketing, l'intérêt, le principe, l'objectif, c'est d'attirer un maximum de personnes vers son site web en diffusant des contenus à forte valeur ajoutée. L'objectif est de convertir cette audience, c'est-à-dire de capter des coordonnées de façon à entretenir et développer la relation en automatisant les interactions dans un premier temps pour détecter du comportemental qui va permettre de voir qu'il y a un peu plus d'appétence, donc on va scorer, et ensuite faire en sorte que les leads les plus chauds soient transmis aux forces commerciales. Dans ce sens-là, on va être dans une approche qu'on peut qualifier d'un peu plus probabiliste, c'est-à-dire qu'on émet l'hypothèse qu'on va, dans le volume qu'on va générer, avoir des comptes intéressants. Et une fois que ces comptes-là et ces contacts sont entrés en base, on va pouvoir recenser parmi les contacts qu'on a générés des comptes à fort potentiel et les cibler plus particulièrement. Donc, on est plus en probabilité de ce qui peut être généré via la technique qu'on a adoptée. L'inverse, quand on travaille en ABM, c'est qu'on va, comme vous le voyez, travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va d'abord cibler, on va identifier les entreprises qui nous intéressent et ensuite entrer via des campagnes personnalisées dans une relation avec eux jusqu'à construire donc cette relation durable. C'est souvent des cycles qui sont un peu plus longs, de façon à amener jusqu'à la création d'une opportunité commerciale. Donc, on n'est pas exactement dans le même temps et dans la même dynamique. En revanche, on est effectivement dans le même objectif qui est de générer du business et des leads qualifiés. Ça peut entrer en dichotomie pour certains de se dire en inbound marketing, je fais venir à moi des gens qui démontrent leur intérêt. En ABM, je vais aller toquer à la porte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aussi de door opener pour ouvrir la porte. Mais on va aller dans une technique qui peut sembler un peu plus push versus le fait d'attirer en inbound marketing. Pour autant, c'est pas antinomique parce qu'on va à la fois s'appuyer sur le contenu et le contenu a une très forte importance dans les deux approches avec un contenu très personnalisé. Alors, on voit le centre, le cœur de la stratégie, c'est effectivement d'identifier ces comptes clés. On va voir comment, d'engager avec, comme je le disais, ce contenu très personnalisé et puis de construire cette relation de confiance qui mènera ensuite à des opportunités business. Alors, l'account-based marketing, en quoi est-ce qu'il peut être pertinent suivant ces approches? Il va y avoir différentes options. Soit on est en conquête, soit on est en développement de marché, soit on veut faciliter le cross-selling à l'intérieur d'un compte. Typiquement, ça peut s'adapter à quoi? La conquête de nouveaux comptes. Vous avez votre marque, vos produits, vos services, vous n'êtes pas présent dans un grand compte avec un potentiel intéressant qui est pour vous pertinent. L'idée, c'est d'aller à la conquête de ce compte. On est souvent sur des comptes stratégiques assez dimensionnés parce que le principe de l'account-based marketing, c'est qu'on va aller mapper un ensemble de contacts à l'intérieur de ce compte. Donc, il faut qu'on ait quand même des structures qui soient un peu dimensionnées. Donc ça peut être un premier cas d'intérêt pour l'account-based marketing. L'autre, le développement de parts de marché. En gros, vous êtes déjà référencé via une offre, un produit ou un service dans une entreprise, mais l'intérêt, c'est d'aller faciliter l'entrée vers une autre BU, un autre service ou une autre filiale. Idem sur la partie cross-selling, c'est
vous êtes en relation avec commercial avec la marque, ça fonctionne bien. L'idée, c'est d'aller encore plus loin et de faire progresser sur une seconde activité que vous avez, qui peut être différente de la première, et d'aller cross-seller à l'intérieur de ce compte. Pour ça, il faut vous faire connaître, il faut bénéficier potentiellement du relais de l'ambassadeur que vous pouvez avoir avec votre premier client satisfait, de façon à là aussi développer ses parts de marché. Alors, les étapes clés en account-based marketing, elles sont résumées ici. Elles ne sont pas forcément exhaustives, mais en tout cas, ça donne déjà une idée dans un premier temps de comment ça fonctionne. Le premier point qui est indispensable, c'est le fait de lister ces entreprises. Les entreprises cibles, celles qu'on veut aller conquérir. On va détailler ensuite, mais en gros, c'est à qui est-ce que je pense pertinent d'aller proposer mes produits ou mes services. Qu'est-ce qui fait que ce sera plus pertinent sur ce compte-là versus un autre, avec plein d'éléments qui vont nous permettre de différencier ces comptes-là. Quand on met sales et marketing avec un point d'exclamation, c'est parce que ça n'est pas ni le but d'un seul des deux départements, c'est vraiment un travail commun, c'est-à-dire que les données qu'on va utiliser, les données de classification et de critérisation de ces comptes-là, il faut que ce soit un travail commun entre les sales et le marketing. Ensuite, le fait de récolter la data, de mapper l'ensemble des contacts à l'intérieur des comptes, de déterminer ce qu'on appelle les cercles de décision, donc typiquement d'identifier un comité de décision, un comité d'achat, l'ensemble des personnes qui font partie du marketing, l'ensemble des personnes qui font partie du commerce ou autre, donc de pouvoir mapper, on va voir comment on peut le faire, de suivre aussi, ça c'est un point important, de suivre absolument constamment les informations par rapport au poste, ça change très vite, donc il faut qu'on puisse mettre à jour régulièrement ces informations-là. Passer ensuite au contenu, on l'a vu, le contenu c'est le cœur du moteur et de l'énergie qu'on va mettre à l'intérieur de ces relations-là. Donc c'est comment est-ce qu'on va construire et adapter les personas. Même si pour avoir écouté Marc à sa dernière conférence, les personas, ça peut être un peu galvaudé, mais en tout cas, savoir à qui est-ce qu'on s'adresse et comment est-ce qu'on peut créer cette relation et cet intérêt. On verra des exemples concrets par la suite présentés par Frédéric qui ont permis justement de créer ce premier contact et ensuite d'entretenir la relation, tout ça basé sur du contenu. Une fois qu'on a travaillé cette phase-là, c'est effectivement créer et lancer les campagnes en pensant omnicanal et figital. Ce n'est pas pour rien qu'on a un acteur comme Frédéric ce matin à nos côtés de la Poste, parce qu'effectivement, quand on parle expérience, quand on parle création d'émotions, il y a un vecteur qui peut être intéressant aujourd'hui, qui passe par le print. On verra comment ça peut être concrétisé. D'adapter aussi le type d'ABM selon les comptes ciblés. On ne va pas travailler de la même façon si on travaille sur des comptes à grande dimension ou à plus fine échelle, c'est-à-dire que lorsqu'on va s'adresser sur 1 à 10 entreprises, on va être sur de l'ultra personnalisé, voire on va créer du contenu par compte. Lorsqu'on va s'adresser à un millier de comptes, on va être beaucoup plus dans des choses génériques. Scorer les actions, on va le voir, c'est indispensable parce que c'est ce qui va permettre de mesurer. Et c'est l'étape suivante, c'est effectivement de mesurer et d'optimiser. Les reportings sont indispensables pour voir et challenger ce qu'on met en place. Créer un relais régulier des informations entre les sales et le marketing. Là aussi, c'est indispensable parce que c'est ce qui va nourrir l'information entre les départements et permettre de challenger. Et puis, se nourrir aussi des résultats pour mettre en place des quick wins. C'est indispensable d'être réactif, de pouvoir adapter au fur et à mesure. On est sur effectivement un temps long, on va le voir. Pour autant, ça n'empêche pas de réagir et de se nourrir de chaque information, chaque insight recueilli dans le cadre de ces campagnes pour challenger et adapter. Alors, je regarde un petit peu si on a des questions déjà qui sont posées. Je vais remonter le fil. Vas-y, ma fille. Merci, Marc.
L'ABM, alors Émilie, l'ABM, c'est l'account-based marketing, effectivement. C'est en gros le marketing adapté qui repose sur des comptes spécifiques. L'ABM, est-ce que c'est un retour vers l'outbound? Je dirais que c'est un mix, c'est du mix marketing. Hein. L'outbound n'est pas vilipendé de nos stratégies, loin de là. Il faut savoir mixer l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition. Je pense que tu me rejoindras, Frédéric. Il ne faut pas se priver de tout ce qui peut nous permettre de créer de la relation, de l'expérience et de l'interaction et de l'engagement. Et de la différence. Et de la différence, ouais. Si tu veux… On est sur des… Enfin, l'idée, là, encore une fois, c'est de trouver des contenus qui sont vraiment remarquables, remarqués. Et donc, effectivement, on a nécessité à… le print, je reviendrai dessus après, mais le print va venir apporter une rupture, finalement, dans tous les rythmes de contacts digitaux auxquels tout le monde est soumis tous les jours en permanence. Et on en a énormément, plusieurs milliers par jour de sollicitations digitales. Et donc, en créant une forme de rupture avec le print, on injecte finalement dans toutes ces séquences, que ce soit en inbound ou en ABM d'ailleurs, on injecte une rupture ou un élément qui va être vraiment différenciant. Alors, est-ce que c'est plus personnalisé que l'inbound? Comme je le disais, ça dépend un peu des types d'ABM qu'on va adopter. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur de très petits comptes, alors je ne parle pas de la dimension du compte, mais du nombre de comptes qu'on veut adresser, on peut être dans presque du nano-chirurgical. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont créé un contenu par compte spécifique, et je ne parle pas d'un seul contenu, mais d'une campagne de contenu avec énormément d'assets, de façon à montrer aussi, on est dans la symétrie des attentions, hein, je démontre combien je me suis intéressée à toi et j'ai consacré du temps à adapter ma communication et ma réponse avec mes produits et mes services, certes, mais en tout cas, adapter ma réponse à tes problématiques, forcément, la personne qui reçoit, que ce soit en digital ou via un autre levier, un contenu qui parle de lui, qui parle de ses problématiques, est forcément plus sensible et va accorder elle aussi son attention. Donc, c'est plus personnalisé, oui et non. L'inbound est déjà très personnalisé. Ce n'est pas pour rien qu'on va travailler sur, effectivement, les personas et leurs problématiques. Mais c'est vrai qu'on peut aller à un degré encore plus personnalisé parce qu'on va adapter le contenu à chaque compte auquel on s'adresse. Omnicanal et Phygital, concrètement, quels sont typiquement les canaux, plateformes que vous utilisez pour vos campagnes en B2B grand compte sur la phase 4? Ça, on va le voir effectivement par la suite. Je vais y répondre tout de suite. Avez-vous des méthodes, outils à préconiser pour effectuer le mapping? Je rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, effectivement, pour identifier les comptes stratégiques, le premier point, c'est déjà de mettre autour de la table le marketing, les sales, le codir, toutes les personnes qui vont pouvoir permettre de donner déjà la vision stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire quelles sont les priorités business de la boîte cette année et qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Et en fonction de ces objectifs, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour les atteindre. Et effectivement, de se dire, nous, notre objectif, il est de temps. Les moyens qu'on peut mettre en place, c'est ça. Et les comptes auxquels, en tout cas la typologie de comptes auxquels on peut répondre, c'est celle-ci. Et dans cette typologie de comptes, à quelle marque on pense ou à quelle société on pense immédiatement. Et en fonction de ça, de se dire, est-ce que ça a une pertinence par rapport effectivement à mes objectifs et à mes produits ou mes services? Est-ce que ça a une pertinence en termes d'intérêt de l'autre côté, de la part de la société à laquelle je veux m'adresser? Et puis, d'aller conforter tout ça avec des données commerciales internes, des données marketing internes et des données marché également. Donc, toutes ces informations-là vont aider à identifier effectivement les comptes, à partir de cette liste de comptes cibles qu'on peut se fixer, à partir de l'analyse aussi du portefeuille des clients et prospects que l'entreprise a déjà. On dort parfois sur une mine d'informations et un trésor interne parce qu'on
on a des contacts qui ont été générés et on n'en a rien fait jusqu'à présent. Ça s'appuie aussi sur le plan stratégique, je le disais, de l'entreprise telle qu'elle se l'est fixée sur l'année ou la période, ça peut être sur 3 ans, hein, pourquoi pas. Et puis aussi peut-être d'une liste par verticale, lorsqu'on a un marché un peu plus verticalisé, d'aller donner effectivement cette liste, d'aller créer cette liste d'objectifs et de comptes stratégiques que l'on veut adresser. Ça peut être par exemple par secteur, on veut aller adresser les constructeurs automobiles et on va pouvoir à la fois lister par marque, par constructeur, mais aussi par pertinence et scorer en gros un peu sa liste. Une fois qu'on a fait ça, c'est effectivement d'aller chercher les informations. Pourquoi? L'idée, c'est d'aller déterminer ce qu'on appelle des cercles de décision ou des cercles de maturité ou d'intérêt. L'idée, c'est à l'intérieur de chaque compte stratégique, il y a un ensemble de personnes, donc des contacts potentiels, et chacun peut avoir son intérêt. L'idée, c'est d'aller repérer, par exemple, qui est directeur marketing, qui est responsable RH si ça a un sens pour votre activité, qui est commercial, qui est dans le comité d'achat, etc., de façon à pouvoir avoir une vue à peu près exhaustive de comment est constitué l'organigramme à l'intérieur de la société et qui sont, pour moi, les interlocuteurs les plus importants en termes de décision, en termes de prescription, en termes de décision pour l'achat, en termes de décision technique, par exemple. Ça peut être sur la DSI qui peut être importante aussi d'avoir dans le périmètre d'interlocuteurs et d'avoir ces informations pour pouvoir avoir ce qu'on voit à l'écran, une sorte de mapping. Alors, il y a des outils qui aident à créer ce type de mind mapping, hein, mais qui va permettre effectivement de pouvoir créer mon champ d'action. Alors, comment est-ce que je récupère? Il n'y a rien de magique, hein, comment est-ce que je récupère ces informations? Il y a effectivement déjà les bases de données internes que j'ai, qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez dans une entreprise avec, imaginons, une douzaine de commerciaux, si vous faites le tour de chacun, vous allez vous rendre compte potentiellement qu'un tel connaît X dans telle société et Y, etc. Et finalement, en centralisant l'ensemble des informations, on se rend compte qu'on a déjà pas mal d'infos. L'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des bases de données externes qui existent, qui permettent effectivement d'aller par des données recueillies type nomination de poste ou autre, de pouvoir avoir ces informations-là, et puis d'utiliser typiquement un réseau social professionnel sur lequel on est quasiment tous, typiquement LinkedIn, qui permet aussi, via une solution un peu plus poussée à l'intérieur de LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator, d'aller également recueillir des informations. Typiquement, vous avez sur Sales Navigator la capacité d'aller chercher en système donc de similarité, donc on parle de lookalike. Quand vous avez identifié une personne avec un poste spécifique, vous pouvez aller chercher des prospects similaires à cette personne ou même des comptes par entreprise, vous pouvez aller chercher des entreprises similaires à cette entreprise-là. Donc ça permet d'aller chercher ces informations-là et de recueillir l'ensemble de ces cercles de décision. Donc je le redis, hein, le CRM, c'est on le mésestime parfois, mais il y a déjà pas mal d'informations en interne. Chercher effectivement via des bases de données tierces, des données de persona qu'on a capitalisées en interne aussi, la donnée de data sur des clients similaires, la recherche aussi de données comportementales selon les cibles, sur par exemple Twitter ou LinkedIn, des gens qui interagissent. Là, on est plus dans du nanochirurgical aussi, mais ça peut être très riche en informations sur le lien entre les personnes et sur leur poste. La recherche de données sur des mots-clés de la concurrence en IA ou les achats de données sectorielles, il y a énormément de données marché qui sont transmises. On peut penser à un Xerfi, par exemple, qui permet d'aller nourrir aussi ces connaissances marché. Un point important, je le redis, mettre à jour régulièrement le mapping de ces contacts-là parce que ça bouge très vite. Et puis aussi avoir des ambassadeurs lorsqu'on entre dans un compte parce que c'est aussi cet ambassadeur qui va pouvoir permettre de donner d'autres contacts, de challenger les informations qu'on a recueillies de manière un peu empirique, de pouvoir les confirmer ou les infirmer. Donc toujours nourrir cette data.
Le point ensuite, c'est d'aller construire sa campagne. On va le voir, je vais aller vite sur ce sujet-là parce que je pense que le plus intéressant, c'est d'aller sur le concret avec ce que va pouvoir expliquer Frédéric. Mais en gros, c'est effectivement à partir du contenu qu'on a déjà à disposition, lister, faire un mapping du contenu dont on dispose. Imaginer effectivement et construire une campagne qui va permettre d'une part d'aller taper à la porte, ce qu'on appelle le door opener qui va créer la première interaction, nourrir au fur et à mesure, et là on va s'appuyer sur des outils typiquement de marketing automation, et c'est en ça que même si la relation avec les comptes stratégiques existe depuis très longtemps, la compte-based marketing ne date pas d'hier, mais en tout cas le support que peuvent apporter aujourd'hui des outils de marketing automation est extrêmement intéressant, notamment sur la partie scoring. Donc, s'appuyer sur l'automatisation que peuvent permettre ce type d'outils pour entretenir la relation régulièrement, scorer les interactions, parce que c'est ça aussi qui va permettre de déterminer l'appétence et la maturité d'un compte ou d'un contact à l'intérieur d'un compte, et de pouvoir créer ensuite le challenge et la mesure de chaque campagne pour pouvoir la challenger et l'optimiser. En parlant de scoring, en termes d'outils, je crois que c'est Marc qui posait la question des plateformes. On a par exemple des plateformes qui vont aller proposer des types de scoring particuliers. Je pense à une société qui était présente à la conférence Inbound à Boston l'année dernière, qui s'appelle Engagio. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la account-based marketing, Engagio a fait un pavé. Je crois qu'on est sur 180 pages de livres blancs sur la relation et la account-based marketing. Engagio, ils ont mis en place un système avec leur plateforme de scoring par le temps. C'est-à-dire qu'ils vont aller, par une technique qui leur est propre, mesurer combien de temps le contact qu'ils ont embasé va passer sur leur contenu, sur les pages du site, sur un contact avec un commercial ou pas, etc. Et tout ce temps-là est scoré et va leur permettre d'être extrêmement fins sur le scoring dans le cadre de la account-based marketing. Une plateforme comme HubSpot va permettre, par exemple, de scorer par compte et non plus par personne individuelle. Donc, ça va permettre de rassembler l'ensemble de ces informations pour donner un scoring du compte et non plus de la personne. Donc, c'est des informations qui sont extrêmement intéressantes parce que ça permet d'aller affiner les campagnes qu'on met en place. Je regarde un petit peu les questions. Hop, je remonte. Alors, est-ce que le mapping est réalisé pour du one-shot ou faut-il le maintenir à jour en permanence? Oui, il faut le maintenir régulièrement en permanence. J'ai plus le chiffre exact et je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que le changement de poste des cadres est très, très important. Il y a un turnover je crois que c'est 33%, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, ça va très, très vite. Et effectivement, si on s'endort, entre guillemets, sur sa base de données, on passe à côté d'énormément d'informations. Est-ce qu'on transmettra la présentation? Oui, je confirme, on transmet la présentation à la fin de la conférence. Je donne la parole à Frédéric pour la partie retour d'expérience, parce que je pense que ça va permettre de donner du concret par rapport à ce qu'on explique de manière un peu théorique jusqu'à présent. Absolument. Donc, on a à l'écran quelques exemples, mais avant ça, donc comme je viens d'arriver à la Poste, ça me permet d'avoir encore un œil un peu extérieur sur l'ensemble de ces éléments. Les premiers constats que j'ai, c'est que le print, il y a un élément que je trouve intéressant, c'est que moi, j'arrive de postes où on travaillait beaucoup sur le digital et où j'essayais, parce que j'ai eu l'occasion dans le passé de faire des campagnes print qui étaient particulièrement efficaces, et j'essayais de convaincre mes patrons de continuer à faire du print, et c'était très difficile
Et quand j'y arrivais, on avait des résultats qui étaient quand même probants. Et du coup, on constate, alors une fois que maintenant que je suis arrivé à la Poste, je constate qu'il y a de nombreux acteurs qui sont dans cette même recherche finalement de différenciation. Parce que on a pris l'habitude, les marketeurs ont pris l'habitude de vraiment, ce qui est bien normal parce que on a des outils qui permettent, on a des méthodes qui se développent de plus en plus pour être efficaces avec le digital. Et la problématique, c'est comment, avec cet afflux, on a le calcul qui avait été fait, c'est que chaque personne est soumise à près de 6000 stimuli digitaux par jour. Et donc, comment émerger dans ce flot d'informations, dans ce flot de sollicitations, c'est un vrai challenge pour le marketeur pour rendre son plan d'action efficace. Et là, on voit des exemples à l'écran où on a des éléments physiques, donc c'est du print et évidemment des objets aussi, parce que je vais détailler sur l'ABM, on est vraiment sur des éléments qui sont des assets, qui sont complètement différenciants, et donc on va un peu plus loin que le print, mais vraiment toute la logique, et c'est même la logique de la réflexion qu'on a initiée avec Winbound quand on a monté ce livre blanc, c'était on se retrouve à un moment aujourd'hui où on a besoin de trouver des éléments différenciants, et finalement, en revenant à des méthodes peut-être un peu au même bout du jour et qu'on modernise, on arrive à avoir des éléments qui sont extrêmement efficaces. Ça m'amène aussi à parler du rapport au temps, puisque les annonceurs qui se rapprochent de la Poste ou qui recherchent des solutions innovantes aujourd'hui, ils sont à la recherche finalement de donner du temps à leurs contacts, à leurs cibles. Parce que c'est pareil, quand on a 6000 messages ou stimuli par jour auxquels on est soumis, autant dire que voilà, on a en 24 heures, et encore, on est réveillé 8 heures par jour. Alors 18 heures, 6000 stimuli, ça fait pas beaucoup de temps à consacrer à chacun. Et donc, comment on arrive à envoyer un stimuli qui est suffisamment marquant, suffisamment différent pour pouvoir s'assurer que la personne à qui on l'adresse va prendre le temps de le lire, va prendre même le temps de le poser quelque part et de le relire après. Quoi de mieux que le print? Un élément qui est posé sur le bureau d'un décideur, peut-être qu'il va lire dans un premier temps et relire par la suite. On se donne là du temps pour pouvoir convaincre et donner de l'efficacité à son support. Il y a un autre élément que les annonceurs qui se tournent vers le print aujourd'hui recherchent, de ce que je peux constater, c'est une recherche d'émotion et finalement de remettre de l'humanité dans leur plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ces ensembles de contacts qui sont appuyés sur uniquement le digital, finalement, ont de plus en plus de mal à incarner la relation. Alors, on a beau faire des emails relationnels, à force, ça n'a pas l'aspect relationnel que peut avoir la réception d'une box ou d'un courrier bien personnalisé sur son bureau. Et enfin, avec le print, on se redonne finalement une capacité à laisser le choix, c'est-à-dire que je suis pas inscrit à une newsletter ou je reçois pas une publicité ou une bannière de manière non sollicitée ou plus ou moins bien sollicitée. Je reçois ça, je le pose, je me donne le temps, encore une fois, ça revient au temps. Et du coup, voilà, tous ces éléments-là nous ont fait dire que finalement, le print et l'approche ABM pouvaient marcher dans le bon sens. Et du coup, ça nous a donné toute la matière que je vais vous dérouler là pour pouvoir expliquer tout l'intérêt que ça peut avoir dans une approche, donc, comme Isabelle l'expliquait, où on a besoin d'être extrêmement efficace sur des cibles qui sont des nano-cibles, hein, c'est ça, c'est le principe. Hein, on va voir que c'est sur les campagnes qu'on va évoquer là, on est sur quelques centaines de contacts maximum, parce que on a identifié un DSI, un responsable RH, c'est lui qu'on veut targeter, et on n'a pas, c'est toujours pareil, on n'a pas beaucoup de temps, et notamment sur ce genre de décideur, on a très peu de temps pour être efficace et marquer des points. Et donc, par un contenu qui est extrêmement différent de d'habitude, on peut positionner en tout cas la relation
avec les critères que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le décideur va peut-être prendre le temps de lire vraiment mon contenu. Par rapport à un email, c'est tout gagné. Il va y avoir de l'émotion, il va y avoir quelque chose de très différent et d'humain qui va émerger, et il va prendre vraiment le temps d'en profiter, en fait. Je peux commencer, alors vraiment, je commence par le meilleur, mais c'est ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est certainement le cas OuDrive, qui est, à mon sens, et on en a encore discuté avec Isabelle tout à l'heure, vraiment un best practice. Donc OuDrive, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une société qui est spécialisée en sécurité informatique. Et la problématique de ce type de société, c'est que c'est des sociétés qui s'adressent à des DSI. Ce que Emmanuel de OuDrive nous expliquait, c'est que les DSI, pas de chance, entre guillemets pour elles, c'est que c'est certainement les personnes qui sont les plus sollicitées dans un COMEX, parce que autant dire que des sociétés qui veulent vendre des solutions à un DSI, elles sont vraiment très importantes. Et donc, sa problématique, c'est comment j'émerge dans l'ensemble de ces sociétés qui sollicitent les DSI, comment je fais la différence, comment je crée une relation de confiance, parce que on est sur de la sécurité informatique et donc on a besoin de créer une relation de confiance immédiate. Et comment je m'inscris finalement de la manière la plus empathique possible dans la problématique de mon DSI sur la sécurité. Ce qu'elle a repéré, et ça a été le fil conducteur éditorial de la séquence ABM qui a été enclenchée derrière, c'est le DSI, sa problématique sur la sécurité, c'est d'être le plus tranquille possible. Il a besoin de se rassurer, et donc comment je le mets dans une séquence expérientielle, parce que vraiment, encore une fois, c'était très intéressant ce qui a été mis en place. Donc, Est-ce que tu veux que j'affiche la séquence complète? Ça peut être plus concret, on viendra peut-être après. Peut-être juste donner quelques chiffres, parce que pour préciser, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais on s'engage dans une création de contenu ultra personnalisé, mais parce qu'on va aussi s'adresser, comme tu le disais, à un nombre de contacts restreints, mais sur des comptes à fort potentiel. Donc, c'est un investissement en termes de temps, de création de contenu, etc., de campagne et autres, mais parce qu'on sait qu'on va s'adresser à des comptes qui potentiellement sont les plus intéressants aussi en termes de retour sur investissement. Là, effectivement, les comptes qui avaient été ciblés par OuDrive dans la stratégie sur la valorisation de leur nouvelle certification qui était Secnum Cloud, c'était 35 entreprises ciblées, ça représentait 50 contacts. Donc, je te laisse présenter sur la campagne qui avait été menée par Emmanuel et ses équipes. Donc, on est sur une campagne hybride, puisque ce qui est intéressant, c'est que l'initialisation, donc le premier élément en semaine 14 qui est indiqué ici, c'est l'envoi d'un coffret. Donc, c'est le coffret qu'on voyait sur le slide précédent. Ouais, tu peux montrer. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui du bas. Et donc, encore une fois, toute l'éditorialisation de l'ensemble de ces éléments liés à la campagne, c'était OuDrive va venir vous simplifier la vie et vous rassurer sur votre approche sur la cybersécurité. Et donc, c'est en fait, la box que vous venez de voir, c'est une box qui s'appuie sur vraiment une volonté de rendre le DSI zen. Et donc, dans la boîte, on avait la possibilité de se faire une boisson chaude. Il y avait une bougie parfumée pour donner une ambiance sympa dans le bureau, une enceinte qui permet de diffuser de la musique zen, et un masque qui permet de prendre son temps et d'écouter la musique tranquille avec une odeur sympa dans son bureau. Autant dire que c'est certainement pas le type de contenu que les DSI ont l'habitude de recevoir et le type de discours que les sales ont l'habitude d'avoir auprès des DSI. Et donc, c'était le premier étage finalement de cette séquence expérientielle, je dirais, que OuDrive a voulu initier. Donc, on voit là derrière, il y a eu 11 étapes. Donc après, au fur et à mesure, on revenait, on se raccrochait à vraiment
le métier d'Oudrive. Donc, c'est-à-dire que derrière, il y a un questionnaire qui interrogeait les DSI sur quel est leur niveau de connaissance sur les aspects cybersécurité et sur les normes de cybersécurité. Une infographie qui était le résultat de ce questionnaire. Un serious game qui les interrogeait sur à nouveau leurs connaissances. Une vidéo de la solution Drive. Là, on voit qu'on restreint le tunnel et on se rapproche de la solution. Et puis après, l'invitation à un événement qui était un dîner qui permettait aux DSI de se rencontrer entre eux et de pouvoir partager leurs expériences sur la partie cybersécurité. Et post-événement, il y avait à nouveau des relances, des webinars et des contacts LinkedIn, etc. Tout ça pour dire que ça a été vraiment construit comme un tout expérientiel, éditorialisé, séquencé, rythmé. Donc, c'était sur 3 mois, vraiment, effectivement, centré sur 50 prospects, pas plus. Donc, on imagine bien quand même, il y a de l'investissement, évidemment, au départ. Mais le retour de Drive sur ce sujet, c'est que ça a permis d'initier un pipe où il y avait plus de 600 KE de valeur. Et leur estimation sur les derniers éléments qu'on a pu échanger, c'est que l'euro investi rapportait 21, un euro investi rapporte 21 euros en ROI. Donc on est sur des standards vraiment hyper intéressants en termes de performance. Et en plus, au-delà du ROI, le retour que nous faisait Oudrive, c'est que quand bien même ils n'ont pas finalisé, ils ont initié une relation complètement particulière avec les personnes qui ont pu bénéficier de cette séquence. Et qui elles-mêmes ont été relais de ce qu'elles ont reçu parce que, comme un peu dans tout métier, les DSI se connaissent et c'est un microcosme aussi. Et celui qui recevait la box en parlait à un autre parce que c'était, comme tu disais, tellement décorrélé de la communication un peu anxiogène autour de la cybersécurité qu'ils ont tellement l'habitude de recevoir que ça crée ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'expérience, l'émotion, la pérennité de la box, le côté tangible de l'objet, que ça a permis effectivement aussi de faire parler d'Oudrive au-delà du compte restreint, du nombre de contacts restreints qui étaient identifiés. Exactement. Donc, alors vraiment, de notre point de vue, c'est une séquence très intéressante. Après, alors ce qui nous a paru intéressant aussi, que voilà, on voit Augury et Privatiseur, on est à chaque fois, et Oudrive, on a insisté en tout cas sur le livre blanc, sur des sociétés qui sont encore une fois très digitales, très tech, et qui se tournent vers le print. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais un des éléments qui nous a marqué dans les différentes recherches qu'on a pu faire dans le cadre du livre blanc, c'est que, par exemple, les GAFA, on s'aperçoit que Google est dans les premières séquences de contact qu'ils ont avec les sociétés qui viennent d'être créées, c'est souvent des séquences qui sont réalisées par courrier, parce que finalement, c'est le début de la relation. Et encore une fois, c'est des sociétés qui, même si elles sont complètement digitales, elles ont besoin d'incarner la relation avec un élément tangible qui est en papier, en fait. Un des cas, moi, qui m'a marqué aussi, alors, tu ne l'affiches pas ici, Isabelle, je ne sais plus si on l'a mis, mais c'est le cas Oracle. Donc, il est ici. Voilà, il est juste en haut à droite. Donc, Oracle, société de services informatiques, éditeur, ils étaient dans une problématique où ils essayaient de rationaliser les démarches de leurs équipes sales. Et du coup, ils se sont dit, on va quand même tester le fait de pas contacter systématiquement par téléphone via les sales nos bases, mais on va tenter de faire un envoi, certes un peu personnalisé, mais automatique d'un courrier, mais qui a presque une box, en fait, c'est un peu hybride. C'est un courrier très relationnel dans lequel il se permettait d'insérer un support vidéo, en fait, qui permettait de diffuser une vidéo personnalisée, relayée via le contact commercial, qui rappelait de quelle solution pouvait bénéficier le client.
Donc et ils en ont vraiment tiré des enseignements hyper intéressants parce que ça permettait de redonner du lien avec des entreprises avec lesquelles ils n'avaient pas eu de contact récemment et qui n'étaient pas dans le top des prospects les plus chauds du moment, sans solliciter les équipes sales. Donc, c'est ça, finalement, une recherche aussi de productivité au niveau des équipes sales, et avec quelque chose de très personnalisé et surtout qui, dans la construction, puisque c'était des vidéos personnalisées où il y avait un rappel de qui était le sales, etc., mais les vidéos qui étaient injectées sur le petit support au sein du courrier, c'est des vidéos qui étaient reprises dans la bibliothèque de contenu qui était déjà présente chez Oracle. Et donc là, on n'a pas besoin de faire un effort démesuré pour pouvoir créer ces contenus. C'est juste, entre guillemets, du recyclage de contenu qui est mis à disposition des équipes à un instant T et qui permet de relancer la machine commerciale et de reprendre la main derrière pour les équipes sales. Donc, je trouvais que c'était un sujet aussi intéressant parce qu'on voit que OODrive, c'est quand même le top du top et on a un effort très important pour la partie création du contenu. Chez Oracle, bon, on est plutôt sur quelque chose qui permet d'avoir quelque chose un dispositif qui est plus rationnel en termes d'investissement sur le contenu, sur la création du contenu. Ce que faisait aussi Augury, c'est par exemple d'avoir une version complètement digitale du livre blanc et d'en proposer une version print. Alors eux sont allés vers une version luxueuse. Je ne sais plus le poids qu'il fait, mais il est vraiment… 1,2 kg. Merci, 1,2 kg. On est vraiment sur un support hyper travaillé, mais c'est ce que disait Cindy Heather qui a témoigné dans le livre blanc, c'est qu'en fait, on a tous le réflexe, on va télécharger un livre blanc, on va se dire qu'on va le lire et puis il reste dans le disque dur et on l'oublie. Là, on est sur quelque chose de tangible et l'intérêt, c'est qu'on a des outils, typiquement pour en revenir aux outils de marketing automation, qui s'adaptent à ça. Vous avez la possibilité dans les formulaires, par exemple, de remplir et de pouvoir cocher si vous voulez recevoir une version print du livre blanc. Donc, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'initier, de savoir, de détecter une appétence plus particulière de la part de vos interlocuteurs. Et je rebondis sur une remarque qu'avait fait Marine Moresco également de Privatiseur, c'est que alors ça peut paraître un vœu pieux et un peu utopique, mais ça, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai, c'est-à-dire que les campagnes ont aussi permettent d'aligner les équipes, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher des insights auprès des commerciaux et que vous travaillez en main dans la main avec les équipes marketing pour aller imaginer des choses, quand on voit ce qu'a été capable d'aller imaginer Emmanuel Servet avec ses équipes chez OODrive ou Marine Moresco chez Privatiseur, il y a un vrai lien qui va être renforcé en termes de ce marketing, donc d'alignement entre les sales et le marketing dans un objectif d'account-based marketing. Ça renforce encore plus l'interaction et la créativité qui peut naître de cet alignement. Je pense que les équipes commerciales aussi perçoivent l'effort de considération qui est réalisé parce que c'est des supports très valorisants pour le client ou pour le prospect. Et les équipes commerciales, du coup, se sentent investies d'une mission un peu plus impliquante, on va dire, sur la construction de ce genre de support, en fait. Alors, je regarde juste un petit peu les questions. Je vois dans la campagne événements et webinaires, est-ce que cela signifie que vous faites des events et webinaires dédiés à un compte en particulier? Ça peut être le cas. Effectivement, d'aller, comme on le disait, on travaille sur de l'ultra-personnalisation. Quand on est dans les 3 types d'ABM, on a l'ABM qu'on qualifie de one-to-one, ensuite de one-to-few et one-to-many. Quand on est sur du one-to-one ou du one-to-few, donc quelques comptes, on peut aller effectivement créer un événement spécifique à un compte en particulier ou un webinaire dédié en particulier. Et ça me permet de compléter avec la réponse sur les campagnes payantes. On a une limite effectivement sur les actions SIS. Si vous voyez… Dans le séquençage, OODrive avait également une campagne SIA. Pourquoi est-ce qu'on la conjugue aussi dans une approche ABM?
pour différents objectifs, et notamment un objectif de notoriété. Il y a une limite dans les campagnes SIA qui est à 300 personnes dans une campagne. C'est la limite la plus basse. Si vous avez capacité à aller identifier dans un compte à très forte dimension, bien évidemment, de mapper un peu plus de 300 personnes, ça peut valoir le coup, effectivement, de monter une campagne, par exemple, de sponsor sur LinkedIn pour aller créer une campagne spécifique à ce compte, avec un contenu spécifique à ce compte que seules les personnes qui sont identifiées comme étant employés, salariés de cette société vont voir. Donc, on n'est pas sur des enjeux de perf classique, mais plutôt de notoriété. Et ça va permettre de s'inscrire à l'esprit des personnes de la société qui font que lorsqu'on va ensuite entrer en relation avec un contenu qu'on va envoyer, on sera moins inconnu, entre guillemets, que si on se prive de cette opportunité via la sponsor. Donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent se marier dans le cadre de ces opérations-là. Je vois le temps qui file. Combien de temps pour la mise en place d'une telle campagne ? Alors, on voit, ce ne sont pas des campagnes qui s'improvisent, bien évidemment. Il faut compter un minimum, on l'a vu quand on regarde le séquençage de campagne qui est mené par WooDrive, on est sur 3 mois de campagne. Ça suppose qu'on a travaillé en amont au moins 3 mois précédents. C'est-à-dire que ce qu'on va préparer en termes de mapping de compte, enfin d'identification des comptes, mapping du compte, création, personnalisation du contenu, création des événements si on en fait, des webinars, des supports, des box, etc. On est sur un temps long, mais on est aussi, et tu me corrigeras Frédéric si je me trompe, mais on est aussi sur des cycles de vente longs. Donc on est sur un compte forcément à fort potentiel, mais aussi un cycle de vente long dans lequel il va falloir s'inscrire. Donc c'est un engagement et un investissement, effectivement, en termes de ressources humaines, budgétaires, temporelles aussi, de contenu, mais c'est dans une vision long-termiste. Et à la limite, pour autant, là, sur une vente à une DSI, on est presque sur une accélération, quoi, parce que 3 mois avec une séquence aussi resserrée, finalement, auprès d'un DSI, c'est un rythme, on va dire, soutenu. Là, l'ABM apporte une forme d'accélération dans un cycle long, je dirais. C'est une accélération, mais c'est aussi, on échangeait l'autre jour par rapport à ça en termes de tonalité. Il y a un impact potentiellement en termes de tonalité, en termes de temps. Exactement. De toute façon, on l'a dit. Hein. Alors, juste un point quand même, c'est nous, on est en train au niveau de la Poste, on est en train de justement réfléchir sur cet aspect-là, parce que un point important quand même, on est en train de se dire, on mêle le digital et le print, et il y a un point qui serait destructeur, c'est effectivement, on sait que les campagnes print, ça prend quand même plus de temps à monter que les campagnes digitales, et donc comme on va entrelacer, entre guillemets, des séquences où on mêle les deux, on travaille de plus en plus justement à trouver des solutions qui permettent de faire en sorte que le print soit presque aussi rapide que le digital. J'exagère un peu, mais non, mais on voit des solutions aux États-Unis de retargeting postal qui se mettent en place où, voilà, suite à une visite sur un site internet, on peut faire une relance quasiment le lendemain dans la boîte à lettres. Donc, on peut avoir des modalités assez rapides. Là, évidemment, le montage d'une box de ce type-là, ce n'est pas le cas, mais on peut insérer, en tout cas, au sein d'une séquence inbound ou ABM, des logiques de rebond qui peuvent être assez rapides. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. On a centralisé l'ensemble de ces retours d'expérience dans un livre blanc qu'on aura le plaisir de vous adresser, qu'on a constitué avec les équipes de Frédéric également, avec notamment les 10 raisons d'utiliser du print dans des campagnes digitales, donc d'aller vers des actions digitales, comme on les appelle.
Gardons le contact, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Vous pouvez télécharger le livre blanc, mais je vous dis, on vous l'enverra. Et puis, si vous avez envie de vous former un peu plus sur l'account-based marketing, Winburn est organisme de formation, donc on aura le plaisir de vous accompagner sur cette montée en compétences et si vous souhaitez initier des campagnes, on pourra également être à vos côtés. Voilà, j'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. J'ai vu qu'il en restait, donc on prendra le temps de vous répondre également. Et puis je rebondis sur la petite publication de Benoît. Il y a effectivement un blind test ce soir à 17h pour clore ces 3 jours. Et j'en profite pour remercier les équipes de Pledzi et Acolyte qui ont monté en quelques jours cette plateforme Saloon dont on bénéficie tous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Passez une très bonne journée. Merci Frédéric de m'avoir accompagné ce matin. Merci Isabelle. Et à très vite. À bientôt. Merci à tous.